Peut-on dire de prime abord que ce conflit entre le ministère de la Justice et les associations des barreaux, des avocats, dépasse le contenu du projet de loi pour devenir une crise de confiance entre l'exécutif et les avocats? C'est une évidence pour nous parce qu'il ne faut pas oublier que le processus législatif n'est pas né d'hier, hein. Donc c'est un processus qui a duré pendant plusieurs mois. Nous avons eu plusieurs sessions de discussion qui normalement auraient dû aboutir très rapidement à un texte consensuel, mais une première fois, une deuxième fois, nous avons dû faire donc arrêter de travailler, faire grève, essayer de faire écouter non pas notre voix pour nos propres intérêts. Ça, c'est très important pour nous parce que souvent nous sommes quelque part mis sur une image d'une profession qui veut être sectarisée, qui ne défend ses propres intérêts. Bien au contraire. Nous avons toujours été... D'un côté, excusez-moi, vous souhaitez défendre vos intérêts, mais qu'est-ce qui explique une telle rupture du dialogue entre le ministère de la Justice et les avocats? Simplement, il y a un principe constitutionnel qui est le principe de la participation dans le processus législatif. Donc, quand on arrive à ne plus pouvoir discuter, en tout cas, à faire des propositions qui ne sont pas écoutées, et on fait une image quelque part d'un processus de participation qui n'en est pas un, parce qu'au final, on se met d'accord sur quelque chose et par la suite, nous retrouvons autre chose sur ce qui est mis donc dans le projet, ce qui a été discuté et proposé devant le Parlement, avec un texte qui n'a absolument rien à voir avec ce qui a été discuté, que ce soit avec le ministre de la Justice ou même devant le chef d'État, avec la commission qui avait été nommée pour faire donc une discussion participative à ce niveau-là. Et je répète, ce ne sont pas nos intérêts, ce sont les intérêts des citoyens qui nous importent le plus. Parce que les principes, que ce soit d'équité ou le principe d'accès à la justice et le procès équitable, ce sont des droits qui sont donc constitutionnels pour le citoyen et non pas qui relèvent de l'avocat. Oui, nous en profitons pour pouvoir passer et défendre les intérêts de nos clients devant la justice. Oui, bien entendu, ce sont des piliers. Donc l'équitabilité des procès, etc. Mais alors les avocats affirment que ce texte porte atteinte à l'indépendance de la profession aussi. Donc concrètement, quels sont les articles qui posent problème dans cette affaire ? Alors, juste une petite précision. L'indépendance de la profession, c'est l'indépendance de la justice. Si nous n'avons pas une justice indépendante, et si nous voulons une justice indépendante, nous devons avoir une profession de l'avocature qui soit indépendante. Et quand on dit l'indépendance, on parle aussi bien de l'indépendance au niveau disciplinaire, qui, bien évidemment, est soumise à recours par la suite devant la chambre correctionnelle et qui est donc devant la justice, mais aussi bien par rapport au ministère de la Justice. Et surtout, aujourd'hui, nous avons une nouvelle disposition qui parle donc d'un contrôle de la Cour des comptes, alors que la Cour des comptes en soi... voilà, il faut comprendre que les deniers qui sont gérés par les barreaux, ce sont des deniers privés et à aucun moment ce sont des deniers publics. Et il y a eu une mésentente sur ce qu'on nous reçoit. Est-ce que c'est par rapport à ça que les avocats s'y opposent? Parce que, donc, comme vous l'avez dit, l'un des principaux points de contestation, ça concerne donc la volonté d'étendre le contrôle de la Cour des comptes à certaines structures de la profession. Alors pourquoi les avocats s'y opposent? Est-ce que ça contrevient à cette indépendance? Alors déjà, la Cour des comptes, dans ses prérogatives légales, ne figure aucunement donc le contrôle des deniers privés. Donc il faudrait déjà pouvoir changer le texte relatif à la Cour des comptes et l'article 147 aussi, qui parle donc des prérogatives de la Cour des comptes. Ça de un. De deux,
les seuls deniers publics que nous recevons et de manière directe, ce sont les honoraires sur l'assistance judiciaire. Et ces deniers-là ne passent pas par les comptes des barreaux, absolument. Ce sont des deniers qui passent du compte de la trésorerie générale du royaume directement au compte de l'avocat, ayant donc travaillé un dossier, défendu un dossier et prouvé qu'il ait défendu ce dossier pour pouvoir éventuellement percevoir ces honoraires de l'assistance judiciaire, sachant que pour le moment, les montants sont ridicules. Donc, on ne peut pas englober ça et venir dire que vous allez être contrôlé par la Cour des comptes. Nous ne sommes pas contre le contrôle, mais notre propre contrôle, là, oui, je suis d'accord. Si demain, on nous dit que vos comptes seront audités par un auditeur qui serait choisi éventuellement par l'Assemblée générale des avocats, à ce moment-là, oui, je suis tout à fait d'accord. Donc, vous êtes pour, justement, que chaque organe ait ses prérogatives, qu'elles soient bien définies, bien claires. Mais est-ce que donc les fonds des barreaux, de la mutuelle ou des caisses de solidarité peuvent-ils être assimilés à des fonds publics? Absolument pas. Ce sont des fonds strictement privés. Et ce qui nous inquiète le plus, c'est qu'aujourd'hui, si ces comptes sont audités par la Cour des comptes, il y a même le secret professionnel qui serait atteint, parce qu'aujourd'hui, nous faisons des transactions, nous faisons pas mal donc de transactions et de règlements amiables ou éventuellement des exécutions sur des dossiers qui relèvent du secret professionnel. Donc, si demain, on mettrait tout ça à la portée de la Cour des comptes ou d'une administration publique, ça engagerait peut-être notre responsabilité vis-à-vis de nos clients, vu qu'on n'est pas censé discloser, en tout cas, ces informations à qui que ce soit. Mais alors, Et même les selon vous, barreaux qui est-ce gèrent que... Oui. sont contenus dans le secret professionnel. Donc, l'information n'est pas censée fuiter. Oui, mais alors, est-ce que le principal point d'accroc, à ce moment-là, il est constitutionnel? Ah, bah, clairement, clairement. Mais, je le précise, la Cour constitutionnelle fera son travail et nous avons une totale confiance à ce niveau-là. Mais ce qui nous, aujourd'hui, là où le bas blesse, c'est que nous sommes face à des hommes d'État qui sont censés avoir un minimum de regard extérieur et un forecast des dispositions d'une loi qui pourrait éventuellement être un grave problème par la suite pour les citoyens. C'est pour ça que nous disons à chaque fois, prenez au moins, ok, d'accord, le Parlement ou le ministère ne voudrait pas faire d'études d'impact de la loi. Bien, écoutez au moins ce qu'on a à vous dire, parce que nous sommes les praticiens de cette loi au quotidien. Écoutez juste ce que remontent les avocats comme problématique par rapport à l'inconstitutionnalité, à la difficulté d'exercice de cette loi et qui pourrait demain engendrer de graves problèmes. Donc, et c'est là où on est choqué à ce qu'on n'ait pas de répondant, que ce soit du ministère ou très peu en tout cas du Parlement, qui malheureusement est aujourd'hui un pouvoir voilà, du gouvernement pour faire passer des lois sans trop regarder. Malheureusement, on aurait voulu avoir vraiment de vraies discussions alors, juste sur les intérêts de chaque disposition de cette loi. Pour en savoir plus, pour que ça puisse parler à tout le monde, les ordres d'avocats sont-ils des établissements publics ou des organismes professionnels autonomes? Alors, bien évidemment, les conseils, les conseils de l'ordre sont donc des organismes qui sont créés par une loi, d'accord? Ils ne sont absolument pas une entité publique, d'accord? Et c'est l'aspect corporatif qui a fait qu'aujourd'hui, l'indépendance de la profession qui est donc un principe international reconnu par les conventions internationales et entre autres les conventions et même excusez-moi, la Constitution. Donc, bien évidemment que nous ne sommes pas en tout cas, nos conseils de l'ordre ne sont pas des organismes publics, clairement. Mais alors, dans tout ça, jusqu'où l'État peut-il exercer un contrôle sur leur gestion sans remettre en cause leur indépendance? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte de couper la poire en deux, en quelque sorte?
mais il n'est pas question de couper la part en deux, ni de permettre à qui que ce soit de venir contrôler de une trouver une profession. entente en quelque sorte dans ce désaccord. Alors, nous avons discuté de la Cour des comptes, nous avons discuté aussi de l'interférence du ministère, peut-être pas assez du ministère public, enfin, en tout cas pour le côté disciplinaire, où le ministère public va très rapidement pouvoir même court-circuiter le Conseil de l'ordre et son pouvoir disciplinaire pour directement poursuivre des avocats qui auraient commis une quelconque infraction ou délit. Et là aussi, nous posons vraiment la question de la séparation des pouvoirs, parce qu'aujourd'hui, le ministère public est censé être l'inquisition, en tout cas, le pouvoir de poursuite. Ou de poursuite, voilà, il exerce ce pouvoir-là. Donc aujourd'hui, il faudrait laisser quand même au Conseil de l'ordre leurs prérogatives disciplinaires et bien évidemment l'ancienne loi, en tout cas la loi actuelle qui est toujours en vigueur, prévoit voilà, un process qui est clean et qui est clair. Je ne vois pas où est l'intérêt d'aller plus dans ce sens. Et par ailleurs, bon, on a aussi aujourd'hui une interdépendance née, nouvelle, sur la formation des avocats et sur la possibilité du ministre de la Justice à permettre ou pas l'accès à la profession pour certaines personnes. Juste avant d'y venir, en ce qui concerne justement les principaux griefs d'inconstitutionnalité, vous l'avez évoqué, donc il y a la séparation des pouvoirs. Est-ce qu'on peut parler aussi d'indépendance de la défense ou bien même de la liberté d'exercice des professions, de l'autonomie des ordres ou encore le principe de la sécurité juridique? Alors, moi je vais commencer par la fin et je vais vous donner un exemple très concret. Vous avez quelqu'un qui a passé une belle partie de sa carrière dans un service juridique, par exemple, on va prendre la douane, où donc cette personne-là est un expert en droit douanier, mais il a plus de 45 ans. Voilà, il essaye de démissionner de la fonction publique pour intégrer le barreau. Aujourd'hui, avec cette loi, et même l'ancienne, ce n'est pas faisable. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, cette loi limite l'accès à la profession à des cadres avec une très grande plus-value pour la profession? Et j'ai donné l'exemple de la douane, mais j'aurais pu très bien donner l'exemple de l'inspection des impôts. J'aurais très bien pu donner l'exemple de la marine marchande ou d'autres. Donc, c'est vraiment très large. Mais alors, selon vous, quel est l'objectif derrière cette limitation? L'objectif derrière cette limitation par rapport à l'âge maximal? Écoutez, c'est vrai que quand on exerce la profession d'avocat, et certains de nos confrères qui sont passés par d'autres professions avant et qui permettent l'accès donc à la profession d'avocat, même au-delà de 45 ans, je citerai peut-être les professeurs universitaires ou éventuellement les magistrats. Oui, c'est une profession qui est dure physiquement, intellectuellement et physiquement. C'est-à-dire que se déplacer d'un tribunal à un autre, monter les escaliers, descendre, attendre, devoir plaider, revenir, travailler, être en face des clients, éventuellement devoir rédiger, devoir plaider, c'est physiquement très prenant. Donc oui, je pourrais comprendre qu'aujourd'hui, au-delà de 45 ans, physiquement, on soit un peu atteint, mais intellectuellement, moi, je pense que nous avons vraiment gros à perdre en termes de plus-value des personnes qui pourraient intégrer cette profession. Et je trouve ça vraiment très dommage. Et bien évidemment, inconstitutionnel, parce que pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune égalité à ce que quelqu'un qui a 44 ans et qui puisse passer le barreau et pas l'autre, donc prêter serment. Donc non, je suis... voilà, ça c'est un type... un élément d'inconstitutionnalité de cette loi. Il y en a d'autres, bien évidemment, que ce soit la sécurité juridique. Oui, vous avez parlé de la sécurité juridique avec l'article 81, parce qu'en effet, aujourd'hui, un avocat qui plaide
et qui utiliserait des termes un peu, voilà, dans la limite de ce qui pourrait être raisonnable, se retrouverait demain facilement à être poursuivi de manière disciplinaire directement par un PV d'une audience qui est dressée sur place et qui est donc poursuivie sur place pour voilà, une infraction disciplinaire. Et c'est quand même grave. Pourquoi? Parce que une avocature, ou en tout cas un avocat, qui a peur de défendre, parce qu'il a peur demain de se retrouver avec une poursuite disciplinaire, à ce moment-là, oui, c'est toute la profession qui est crucifiée. Oui, oui. Parce que, Il y a une atteinte, je vous oui. le dis sincèrement, il suffit que je porte la robe pour plaider et je me sens comme un Alors, chevalier. juste pour revenir au texte en lui-même, le texte modifie également la composition et le fonctionnement des conseils de l'ordre en réduisant notamment le poids des anciens bâtonniers. Alors, s'agit-il d'une modernisation de la gouvernance ou d'une remise en cause des équilibres historiques de la profession? Écoutez, en toute sincérité, la présence des anciens bâtonniers est quelque chose pour nous qui est essentiel. Vous savez, un ancien bâtonnier, c'est quelqu'un qui a déjà eu un mandat de bâtonnier, qui connaît toute la difficulté qu'a un avocat pour exercer, qui sait parler à un jeune avocat qui éventuellement serait contrevenant à la loi, qui saurait parler très bien à un premier président au cas où il y aurait un problème à gérer sur le tas. Il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que un bâtonnier, quand il est en poste, en mandat, il est incapable de gérer tout ce qu'il y a à faire en tant que bâtonnier. Donc, il délègue. À qui il va déléguer? À des membres du Conseil de l'ordre qui pourraient être des anciens bâtonniers. Et pour nous, les anciens bâtonniers sont, par définition, on va dire des papas de cette profession, mais pas seulement. Même vis-à-vis des autres administrations, des autres entités de l'autorité, ils ont cette assise pour pouvoir solutionner des problèmes, pour pouvoir Oui, c'est quand prendre même donc une référence vers qui se tourner. exactement. Oui, tout à fait. Pourquoi on devrait les éliminer comme ça? Mais après, bon, c'est le législateur n'est pas forcément, enfin, en tout cas, je peux pas lire dans l'inconscient du législateur tout le temps. Et au-delà des points de désaccord, reconnaissez-vous que certaines dispositions vont dans le bon sens? Je pense notamment à l'exercice en société, à l'élargissement des domaines d'intervention des avocats, comme le sport, la culture, même la représentation des artistes, et la modernisation de l'organisation de la profession. Est-ce que, en fait, le problème est dans le contenu ou dans la méthode? Clairement dans la méthode, parce que oui, il y a clairement des dispositions dans cette loi qui sont bien. Euh, mais voilà, nous, on voit dans la globalité, et si ça bloque quelque part, ça bloque. Donc, il ne faudrait pas que ça bloque. Et c'est tout l'intérêt. Et oui, clairement, il y a des dispositions qui sont dans l'avantage, que ce soit des jeunes avocats, de la représentation des jeunes avocats, que ce soit au niveau de la facilitation du travail pour les avocats et Oui. bien évidemment, voilà. Ouais, pardon. Et enfin, pour terminer en quelques mots, bon, cette grève qui dure depuis plusieurs semaines pénalise directement les justiciables, notamment les plus modestes, avec la suspension de l'assistance judiciaire. Alors, comment sortir de cette crise sans affaiblir les institutions et ni les droits des citoyens, en quelques mots? Je voudrais juste mettre le point sur le fait que si nous faisons grève, nous aussi nous avons des salariés, nous aussi nous avons des familles à nourrir, Tout nous à avons fait. aussi des collaborateurs qu'on continue à payer malgré les difficultés financières, parce que quand on travaille pas, on n'a pas de chiffre d'affaires, et c'est pas pour autant. Nous sommes en arrêt de travail et non pas en grève. Pour l'intérêt de ses propres citoyens qui aujourd'hui souffrent peut-être un peu avec nous, mais c'est pour eux qu'on fait ça d'abord.
Et je voudrais terminer sur ce point. Voilà. Merci, Monsieur Zakaria Mrini, qui, je le rappelle, est Avec avocat plaisir. au barreau de Casablanca. Merci à vous.